Décembre, en plein cœur de la saison sèche. Le feu s'est déclenché subitement, mais les plantes en ont vu d'autres ici. Le feuillage de cet arbuste contient de l'alcool. Sa stratégie, brûler ses feuilles le plus vite possible. Car le feu est d'autant plus destructeur qu'il s'éternise. La succession des incendies pendant la saison sèche sature l'air de vapeur d'éthylène. Cette odeur déclenche aussitôt la floraison de la xanthorrhée, prélude à sa reproduction. Tirer avantage du feu pour se propager n'est que l'un des innombrables secrets des plantes qu'elle nous dévoile, pour peu que l'on s'intéresse à elles. Les plantes sont incapables de se mouvoir, et c'est pour cela qu'elles utilisent les animaux pour se reproduire. Quelque chose sort de terre. C'est une guêpe tinine. Elle voit la lumière du jour pour la première fois. C'est une femelle et elle est dépourvue d'ailes. Elle a faim et se hâte vers un endroit où elle doit s'acquitter d'une importante mission. Sa destination ? Le sommet d'un brin d'herbe à 20 cm du sol. Une fois là-haut, tous ses problèmes seront résolus. Perchée sur sa tige, la guêpe fait sa toilette, puis émet des phéromones. Un mâle, par l'odeur alléchée, fait son apparition. C'est la saison des amours, et les guêpes tinines la vivent d'une curieuse façon. Dès que le mâle a repéré la femelle, il l'enserre dans ses pattes, l'emporte, la nourrit de nectar en vol, puis s'accouple avec elle. Au même moment et au même endroit, s'ouvre une fleur étrange. Elle mesure 20 cm de haut, exactement comme le brin d'herbe escaladé par la guêpe. C'est une orchidée marteau. Son pétale imite parfaitement la morphologie d'une guêpe femelle. Les étamines et le pistil se font face. Une guêpe mâle réagit instantanément à l'ouverture de la fleur. Prenant le pétale pour une partenaire, il tente de l'emporter avec lui, mais le leurre bascule et le dos de l'insecte vient se frotter aux étamines enduits de pollen.
L'orchidée a libéré une odeur identique aux phéromones de la guêpe femelle, en 10 fois plus fort. Plusieurs mâles convoitent cette femelle si désirable, et tous se font duper. Le vainqueur plus encore que les autres. Ils luttent désormais pour se décoller des étamines poisseuses. Et finit par s'échapper, saupoudré de pollen. Mais il n'aura pas retenu la leçon. Il se fera piéger maintes et maintes fois. Ainsi, lorsqu'il visite une orchidée marteau, le pollen qu'il transporte se dépose sur son pistil et la féconde. En manipulant l'instinct sexuel d'une guêpe, cette fleur d'Australie a assuré sa propre reproduction. Au commencement du règne végétal était la couleur verte. Le pigment vert des plantes, la chlorophylle, est lié à leur appétit. Il est habituellement présent dans la feuille, l'organe de nutrition qui produit de l'énergie à partir du soleil et de l'eau. Une fois rassasiée, la plante doit fabriquer un organe qui ne soit pas vert. Cet organe, c'est la fleur. Dans une forêt à dominante verte, elle doit faire contraste pour être remarquée. La fleur est l'organe sexuel de la plante. C'est aussi l'arme de la séduction, d'où la diversité de leurs formes et de leurs couleurs. Si la plante a de petites fleurs, elle les réunit en grappes. Si cela ne suffit pas, elle élabore un appât très convaincant. Les similifleurs qui entourent les grappes de l'hydrangea n'ont ni étamines ni pistils. Elles sont factices et ne servent qu'à attirer l'attention. Grâce à ces énormes faux pétales, les guêpes trouvent plus facilement le chemin des fleurs. Une fois pollinisée, l'hydrangea retourne ses faux pétales. L'air de dire, plus personne ne s'approche. Comme l'hydrangea apporte de multiples inflorescences, cette manœuvre vise à inciter les guêpes butinant des fleurs déjà pollinisées à se diriger vers celles qui ne le sont pas encore. Ainsi, la plante s'assure que toutes ses fleurs sont fécondées.
Si la fleur d'une plante est dissimulée, elle use d'autres stratagèmes. Les fleurs de la vigne argentée sont souvent recouvertes par les feuilles et difficiles à repérer. C'est pour cela que, dès qu'elles s'épanouissent, elles pulvérisent une substance chimique sur les feuilles. Celles-ci réagissent aussitôt. Elles se métamorphosent en pétales blancs bien visibles, qui attirent les pollinisateurs vers les fleurs. Ayant perdu leur pigment vert, ces feuilles deviennent inaptes à la photosynthèse et sont donc condamnées à mourir. Mais la vigne argentée préfère sacrifier ses feuilles, et donc être moins bien nourrie, que risquer de passer inaperçue et de ne pas se perpétuer. L'instinct de reproduction des végétaux est aussi puissant que celui des animaux. Chez une plante, la reproduction consiste à transférer les grains de pollen des étamines d'une fleur vers le pistil d'une fleur de la même espèce. Mais comment le faire quand on ne peut pas se déplacer? Heureusement, il y a le vent, cet invisible coursier. De nombreux végétaux s'en remettent à lui pour assurer leur pollinisation. Les conifères l'attendent avec impatience. De tous les grains de pollen charriés par le vent, certains atterriront sur un pistil. Le pin rigide est pressé de faire transporter son pollen, et si le vent se fait trop attendre, il a son propre mode de propulsion. Il peut éjecter énergiquement son pollen dans les airs. Ce catapultage dure moins d'un centième de seconde. Le mûrier à feuilles de platane veut lui aussi être dans le vent. Pour cela, il pousse le plus haut possible. D'autres manœuvres destinées à exploiter le vent sont imperceptibles à l'œil nu. Les spores de la prêle des champs sont dotés d'appendices très particuliers. Chaque spore porte, fixé en un point de son enveloppe, 4 longs filaments élastiques, des élatères. Lorsque l'humidité ambiante diminue, ces élatères se déroulent, dispersant les spores. Ces filaments assurent la dispersion des spores et agissent aussi comme des moulinets pour mieux brasser l'air. Mais malgré toute leur bonne volonté, les spores ne pourront pas se disséminer en l'absence de vent. Comme elles sont très nourrissantes, elles pourraient bien finir dans le gosier d'une limace. Le vent étant imprévisible, les plantes ont besoin d'un allié plus fiable pour assurer leur reproduction.
La tomate est originaire des hauts plateaux d'Amérique du Sud. Sa culture vivrière remonte au début du XVIIe siècle. Sa pollinisation artificielle s'est avérée compliquée, car dans sa fleur, on ne distingue pas d'étamines porteuses de pollen. Après de laborieuses recherches, les scientifiques ont fait une découverte. La tomate libère ses grains de pollen si elle est exposée à une fréquence sonore d'environ 350 Hz. Soit précisément la fréquence du battement d'aile du bourdon. C'est à lui, et à lui seul, que la tomate confie sa précieuse semence. Pour attirer les messagers de leurs amours, certaines fleurs prennent une teinte violette. C'est parce que les abeilles et les insectes apparentés sont capables de distinguer cette couleur, ainsi que les rayons ultraviolets. Parée de ces froufrous violets, la brunelle commune fait son numéro de séduction pour attirer les insectes pollinisateurs. Comme elle, certaines plantes décident quelles fleurs s'épanouiront et à quel moment. En général, l'éclosion et le flétrissement des fleurs d'une même plante sont synchronisés. Mais celles de la brunelle fleurissent chacune à leur tour. Les fleurs supérieures attendent pour s'ouvrir que les fleurs inférieures soient fanées. C'est parce que les abeilles ont tendance à récolter le nectar du bas vers le haut. Mais toutes les fleurs n'ont pas de nectar à offrir, telles certaines orchidées qui choisissent alors de berner les insectes. Les orchidées représentent 10% des plantes à fleurs. C'est une famille très prolifique et une réussite évolutionnaire. Cela, elles le doivent à leurs fleurs. Les fleurs d'orchidées ne ciblent qu'un seul insecte, afin d'éviter les mélanges de pollen et d'augmenter leurs chances de fécondation. Le pollen des orchidées est également différent des autres. Aggloméré en un bloc, appelé pollinie, il ne peut pas être dispersé par le vent. Son transport est donc plus aventureux. Tromper les insectes est la solution qu'ont choisi les orchidées pour y remédier. Chez cette majestueuse orchidée, le labelle, le pétale modifié qui se trouve en son centre, a une forme très particulière. Il est recourbé et articulé.
En réalité, c'est un piège. Le labelle de l'orchidée bulbophyllum s'abaisse lorsqu'une mouche se pose dessus, la poussant vers le cœur de la fleur, où elle est enduite de pollen. Mais le labelle ne s'abaisse que si la mouche qui se pose dessus pèse un poids bien précis. Tout autre insecte, y compris une mouche de taille différente, ne déclenchera pas le piège. L'orchidée a sélectionné une espèce de mouche particulière pour transporter son pollen. Celle-là et pas une autre. Les orchidées ont développé des dispositifs attrape-mouches variés. Celle-ci se rencontre dans toute l'Asie orientale. C'est une espèce en danger critique d'extinction. Son labelle est en forme d'amphore. Elle est fendue en son milieu pour laisser une ouverture. À travers cette ouverture, on distingue une masse jaune ressemblant à du pollen. Au sommet de la fleur s'ouvre une brèche plus étroite. C'est là que se trouve le véritable pollen. Des lucarnes translucides sur le labelle laissent entrer la lumière. Un bourdon qui s'approche est attiré vers l'ouverture principale, bordée à cet effet d'un liseré violet. Lorsqu'il s'y pose, il peut voir à l'intérieur. Une masse jaune qui ressemble à du pollen se distingue. Le bourdon entre dans la fleur sans se méfier. Le passage se rétrécit ensuite. Le bourdon est entré facilement, mais il aura plus de mal à ressortir. Il est pris au piège. Il panique, tente de s'échapper. C'est alors que la fleur lui fait miroiter une lueur d'espoir. C'est le soleil qui filtre à travers les lucarnes. Le bourdon se dirige instinctivement vers la lumière. La fleur s'est aussi pourvue de poils très courts qui deviennent plus touffus vers la brèche. Ces poils servent d'échelle au bourdon fourvoyé. L'apparente sollicitude de l'orchidée va encore plus loin. Sa surface externe est également tapissée de poils pour que l'insecte puisse mieux s'agripper. En se frayant un chemin vers la sortie, le bourdon se tartine de pollen. Grâce à la ruse, la fleur a atteint son but. Mais ce n'est pas fini. Le pollen collé sur le dos du bourdon se met à bouger tout seul. Il est en train d'ajuster sa position pour mieux adhérer au pistil de la prochaine orchidée sur laquelle le bourdon atterrira. Il se redresse pour se préparer à la fécondation. Qui a creusé ces trous? Une guêpe des sables. Elle s'affaire en silence.
C'est la saison de reproduction. La guêpe aménage un terrier, mais pas pour elle-même. Elle entrepose des cadavres de sauterelles à l'intérieur du trou qui serviront de nid à ses œufs. Certaines guêpes, comme celle-ci, ne construisent d'abris souterrains que pour leurs futurs œufs. Mais alors, où dorment-elles? Une fleur violette, la couleur préférée des guêpes et des bourdons. C'est une journée ensoleillée. Comme toujours, les insectes pullulent autour des gentianes japonaises. Ce bourdon est un visiteur assidu. Autre habitué de cette fleur, le sphinx du liseron. Il est doté d'une très longue trompe, un outil indispensable pour butiner le nectar de la gentiane, dont la corolle est profonde de 5 cm. La nuit tombe, la fraîcheur s'installe, la fleur de gentiane se referme. Elle a terminé sa journée. Mais un bourdon s'attarde dans les parages. Il a passé des heures à butiner pendant la journée et s'introduit maintenant à l'intérieur d'une fleur qui se ferme. Le froid nocturne peut être fatal pour un bourdon. Ceux de l'espèce Bombus ardens trouvent dans la gentiane un refuge à leur convenance. Sa corolle a la profondeur idéale pour le corps de l'insecte. Mais la plante lui offre l'hospitalité dans un but précis. Lorsqu'il émergera de son sommeil, il sera enrobé de pollen. Puis il butinera une autre gentiane et la pollinisation aura lieu. Un échange de bons procédés. Certaines plantes utilisent des animaux plus gros pour la pollinisation. Les fleurs de cet arbuste originaire d'Australie excitent la convoitise. Elles sont connues pour donner du nectar à profusion. Seulement le nectar profondément enfoui n'est accessible qu'aux animaux dotés d'une longue langue. Comme le méliphage fardé. L'oiseau fixe le bourdon posé sur la fleur. Il pourrait le manger, mais ici, c'est le nectar de la fleur qui l'intéresse. Si une fleur prévoit de faire transporter son pollen par un oiseau, on dit alors qu'elle est ornithophile. Elle doit produire assez de nectar pour contenter son appétit. Cette fleur doit en outre savoir lire la trajectoire de vol de l'oiseau. Celle-ci se dresse à 50 cm du sol,
à hauteur d'yeux d'un hôte familier de la forêt. Elle sécrète un nectar abondant et elle est assez spacieuse et solide pour accueillir un oiseau. Ce passereau chasse d'un coup d'aile les petits insectes dont il n'aurait pu faire qu'une bouchée. La fleur dissimule son nectar dans un endroit où il peut à peine l'atteindre avec son bec. Lorsqu'il se penche plus avant, sa tête se couvre de pollen. Avant toute chose, une plante ornithophile doit attirer l'attention des oiseaux. Comment y arrive-t-elle? Ces loriquets arc-en-ciel qui viennent se désaltérer arborent un plumage bariolé. Plus il est voyant et bigarré, plus l'oiseau a de chances de s'accoupler. Car les oiseaux sont plus réceptifs aux couleurs que n'importe quel autre être vivant. C'est pourquoi les fleurs se parent de couleurs que les oiseaux affectionnent. Une de leurs préférées, le rouge. Cette fleur a les couleurs et le profil de l'oiseau de paradis, ce pourquoi on lui a donné le même nom. Sa fleur fournit du nectar à volonté à l'oiseau, et même un perchoir. Leur offrir le gîte et le couvert, savoir lire leur trajectoire de vol, imiter leur silhouette. C'est de cette façon que les fleurs ornithophiles attirent leurs pollinisateurs ailés. Les mouches sont friandes de charognes. C'est pourquoi certaines plantes imitent les charognes. La Rafflesie d'Arnold est un parasite des lianes. Elle n'a ni tige ni feuilles, mais forme des fleurs pour se reproduire. La fleur fait plus d'1 mètre de diamètre. Elle a l'aspect et l'odeur de la chair en décomposition. Les fleurs imitant des charognes, on les appelle fleurs cadavres. Elles sont présentes dans diverses régions d'Asie du Sud-Est. Telle la Stapelia, qui pousse sur des terres arides où les insectes butineurs sont rares. C'est pourquoi elle fait des fleurs rouges qui attirent les mouches à la place. Elle pousse le souci du détail jusqu'à orner sa corolle de fourrure pour accentuer sa ressemblance avec la carcasse d'un animal.
et elle émet l'odeur fétide de la viande en putréfaction. Pour les mouches, c'est un parfum irrésistible. Les variétés de fleurs qui séduisent les mouches avec de telles supercheries sont légion. La clé du succès dans cette compétition pour la survie est l'inédit, le jamais vu. Ce monument de plus de 3 mètres de haut est une fleur cadavre. Il y a 7 ans, c'était une jeune pousse d'une trentaine de centimètres dotée de 5 feuilles. Au fil des années, la plante a accru le nombre de ses feuilles et atteint 5 mètres. Durant sa croissance, des éléments nutritifs sont stockés dans le tubercule. Lorsqu'il arrive à maturité, la plante se débarrasse du petit arbre qui tombe. Le tubercule fait maintenant environ 1 mètre de diamètre et pèse une centaine de kilos. Pourquoi avoir fait toutes ces réserves 7 ans durant? La réponse surgit après 4 mois de dormance. « 3 mètres de haut, 1,5 mètre de large. La Rome titan est la plus grande fleur du monde. Les réserves, c'était pour elle. Le but de cette fleur gigantesque est d'attirer de minuscules mouches. Elle exhale pour cela un parfum méphitique de viande avariée. Plus la fleur est grande, plus l'odeur est forte, quasiment irrespirable. Elle produit par ailleurs une chaleur d'environ 36 degrés. Cette chaleur génère un courant d'air ascendant, utilisant les 3 mètres de hauteur de la fleur comme un tremplin diffuseur. L'odeur se propage mieux dans les airs. Grâce à la chaleur et à la taille de la Rome titan, elle se diffuse dans un rayon d'1 kilomètre, aimantant toutes les mouches alentour. La fleur a fabriqué à leur intention une multitude d'étamines et de pistils. Le pistil est situé au-dessus, les étamines sont au-dessous. La stratégie de la Rome titan pour survivre est une pulvérisation massive. Son immense fleur en forme de colonne effilée sert à lancer un jet olfactif, un immense piège à mouches. Une seule et unique fois, après 7 ans de préparation. La fleur se fane presque aussitôt.
Après 7 années d'attente, son apogée n'aura duré que 2 jours. La fleur titanesque n'était qu'éphémère. Une fois la pollinisation accomplie, les fleurs de camélia tirent leur révérence, elles aussi. La reproduction demande aux plantes un temps et une énergie considérables. Mais si elle réussit, cela signifiera la fin pour la fleur, car elle doit mourir pour permettre aux fruits de voir le jour.